mes choix de parler de cette fin de siècle. C'est un sujet, bien évidemment, je m'inscris dans la succession des interventions d'Isabelle Levecq et de Stéphanie de Courtois. Donc il y aura peut-être un peu des allers-retours historiques par rapport à un certain nombre de réflexions. Et donc, je vais aborder plutôt la fin du siècle, mais avec de temps en temps des retours, non pas en arrière, mais pour reprendre une certaine perspective sur l'ensemble du XIXe siècle, qui est un siècle qui a une très grande importance, bien évidemment, par rapport à l'histoire des jardins, sur lequel on travaille depuis maintenant un certain nombre d'années, enfin de décennies. On a accumulé beaucoup de connaissances. Il m'a été donné récemment de rédiger un petit bout de catalogue d'une exposition qui doit avoir lieu à l'orangerie du parc de Madame-Élisabeth à Versailles à partir du mois de juin sur les parcs des Yvelines au XIXe siècle. Et j'ai été amenée à recompiler un peu de documentation et je me suis rendu compte à quel point on a avancé dans cette connaissance et en même temps à quel point on manque de vision synthétique parce que, comme vous le savez, il est toujours difficile, il y a toujours ce mouvement entre les études analytiques et puis le moment où on fait les synthèses et que pour le moment, on manque un peu de cette vision synthétique qui puisse rendre compte à la fois des études monographiques de lieux ou de régions à travers les pré-inventaires et les inventaires, d'études biographiques sur de très grandes figures. Bon, Stéphanie de Courtois vous a parlé d'Édouard André, dont nous commémorons cette année le 100e anniversaire de la mort, qui est un personnage vraiment extraordinairement important par rapport à l'histoire des jardins et à l'histoire de l'art en général. On sera en Amérique, Olmsted est un héros national. Je ne pense pas que grand monde en France connaisse l'existence d'Édouard André, qui pourtant a construit, aménagé des jardins depuis l'Amérique du Sud jusqu'au fin fond de la Lituanie ou de la Roumanie. Donc on a là un personnage qui a une envergure internationale, qui a porté le message, je dirais, d'Haussmann et d'Alphand dans le monde entier à un moment d'expansion d'une certaine vision de l'urbanisme, et donc il n'a pas la reconnaissance qu'il mériterait d'avoir, à part peut-être, mon expérience c'est qu'il est plus connu en Lituanie qu'en France, parce que quand nous sommes allés avec Florence André pour l'inauguration de la restauration du parc de Palanga, qui est ce grand parc historique au bord de la mer Baltique, nous avons été reçus comme des héroïnes quasiment, parce qu'on apportait la reconnaissance de ce grand concepteur. Donc ce 19e, il est ambigu. Alors, connaissant bien aussi, pour m'en être beaucoup préoccupé, le patrimoine architectural de cette époque, on a avancé beaucoup, mais on manque de vision synthétique, et j'espère que dans les années à venir, on aura l'occasion de mieux connaître globalement ce siècle complexe, et surtout que cette connaissance permette de sauvegarder beaucoup de ces parcs qui existent encore, parfois à l'état de traces, plus ou moins, mais il y a une responsabilité patrimoniale qui est aussi liée à la connaissance donc de cette époque. Alors, je vais vous passer une première photo qui me permet d'entrer dans une actualité extrêmement récente, puisque ce tableau sert d'affiche, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans les rues de Paris, à une exposition qui vient de s'ouvrir depuis 3 jours au musée de la vie romantique dans le 9e arrondissement, donc sur les jardins dits romantiques. Alors bon, c'est un peu lié à l'appellation globale de ce musée, sur les jardins romantiques français. Je ne pense pas que le terme jardin romantique recouvre une problématique stylistique, théorique réelle, parce que c'est un terme un peu flou, mais en revanche, je vous invite tous à si vous vous intéressez au jardin, ce que je pense puisque vous êtes ici, à aller visiter cette exposition, parce qu'il y a un ensemble d'œuvres d'art, de dessins et de tableaux d'une très grande qualité, et qui
ouvre sur des domaines qu'on ne connaît pas forcément et qui sont tout à fait intéressants. Donc ici, c'est la reine Hortense en train de regarder le paysage des lacs des Alpes. Alors, pour commencer, je voudrais poser... Alors, je vais peut-être commencer un peu tard, dans cette année 1867, par une figure qui m'est très chère et sur laquelle on manque encore de réelles connaissances. C'est un personnage qui s'appelle donc Arthur Mangin. Et Arthur Mangin est un amateur de jardin qui a été très lié à tout ce monde de l'horticulture, du paysage à la fin du XIXe siècle. C'est un bourgeois libéral qui fréquente toute la communauté des jardins et qui va publier donc, dans cette année 1767 un ouvrage qui s'appelle Les Jardins, tout simplement, Histoire et théorie, et cet ouvrage va avoir un énorme succès et il va connaître de très très nombreuses éditions. Et il faut rappeler, et ça je renvoie à l'intervention de Stéphanie de Courtois, que cette année 1767 est une année tout à fait primordiale pour l'histoire des jardins, puisque Paris tout neuf est en fête et s'apprête à recevoir les représentants politiques du monde entier et plus de 10 millions de visiteurs à l'occasion de l'exposition internationale. Les grands travaux d'Haussmann viennent de se terminer. Et c'est alors qu'on inaugure en grande pompe le parc des Buttes-Chaumont, dont Édouard André est un des concepteurs du point de vue du choix des plantations. Et donc l'exposition universelle, au fond, marque ce qu'on peut considérer comme l'apogée du Second Empire. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mangin, je vous ai dit, est quelqu'un qui est dans une pensée assez progressiste, et vous le verrez, je vous ferai une petite lecture, une petite citation tout à l'heure, et il donne une vision tout à fait optimiste de ce moment de l'histoire de France. On est donc en 67, c'est-à-dire finalement seulement 3 ans avant la guerre franco-prussienne et la chute du Second Empire. Et il n'est pas du tout, on ne pressent pas du tout ces événements tragiques qui vont précipiter l'histoire de France. Alors, il revient sur l'histoire des jardins, puisque on peut considérer, bien évidemment, il y a eu un certain nombre d'écrivains ou d'auteurs qui ont, avant Mangin, avant cette date, donné des éléments d'histoire des jardins, mais le livre de Mangin est un vrai livre d'histoire qui commence aux origines mythiques, bibliques du jardin, pour arriver jusqu'à l'époque contemporaine. Donc on a là un vrai livre d'histoire, extrêmement documenté, et en plus c'est un magnifique livre, on en verra quelques-unes tout à l'heure, des illustrations, parce qu'une partie des graveurs qui illustrent ce grand folio sont les illustrateurs entre autres de Jules Verne. Ce sont des très grands graveurs du XIXe siècle. Alors voilà ce que nous dit Mangin pour comprendre le glissement de la fin du XVIIIe au XIXe et puis les moments de construction du sens de ce XIXe siècle. Alors il dit par exemple, après l'Empire, donc le Premier Empire, le mauvais goût gréco-romain, donc c'est un jugement sur le néoclassicisme, s'arrêta devant le temple de Flore pour parler le langage du temps. Bien plus, le style anglais en se propageant, en se vulgarisant, se simplifia et s'épura graduellement, il se débarrassa de ses vains accessoires et par contre, grâce au progrès de la botanique et de l'horticulture, il s'enrichit d'éléments mieux en rapport avec son principe. Il entra, pour ainsi dire, en communion plus intime avec cette divine nature qu'on célébrait naguère sans la comprendre, et sans soupçonner les trésors infinis qu'elle tenait en réserve pour ses vrais adorateurs. 2 hommes ont surtout contribué dans notre pays à cette seconde renaissance de l'art des jardins. Ce sont André et Gabriel Thoin. Les dessinateurs de jardins adoptèrent généralement le style paysager qui comportait à la fois plus de variété dans la composition et plus de simplicité dans la décoration. Alors, pour en rester
avec Mangin, et après je reviendrai au Thoin, mais c'est pour bien poser une espèce de préalable à ce que je veux vous dire, c'est cette citation, donc on est bien en 67, et cette citation que je pense tout à fait essentielle pour bien comprendre et articuler ce qui va se passer avant et après la guerre de 70. Voilà ce qu'il écrit, hein. Je vous l'ai mis sous cette vue assez intéressante du parc des Buttes-Chaumont, avec la voie ferrée qui fait partie, dans sa modernité, de l'aménagement de l'espace du parc. Voilà ce qu'il dit. « Le jardin paysager est-il le jardin de l'avenir? J'inclinerai à le croire, et la raison en est que les règles auxquelles on l'a soumis n'ont rien d'immuable. » Donc je vous laisse lire, mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans la pensée de ce bourgeois libéral, au fond, le style paysager, c'est un style extrêmement malléable, qui est donc susceptible de se transformer au fur et à mesure de l'évolution des sociétés. Il est adaptable à la démocratie quelque part, hein, même si on est à la fin du Second Empire, mais à une certaine vision libérale de la politique. Et donc c'est tout à fait étonnant de lire ce texte, hein, qui est une vraie pétition de principe, un acte de foi dans ce style paysager, dans la mesure où, très vite après la guerre de 70, c'est ce que je vais vous montrer dans très peu de temps, en fait, on va voir qu'on assiste à un véritable coup d'arrêt de ce style paysager et un retour ou un retour à la forme, à un certain ordre du paysage qui va correspondre à ce qu'on peut réellement identifier comme l'invention du style à la française, hein. Donc là, il y a une espèce d'accélération temporelle, mais avant d'en venir à ce moment-là, il faut faire un détour, hein. Moi-même, j'ai été amenée, ce dont je vous fais part ce soir, c'est en partie le résultat d'une très longue réflexion. Quand j'ai commencé à m'occuper d'histoire des jardins et qu'on parlait du XVIIe siècle, j'avais toujours une espèce de réflexion, de retrait par rapport au discours qu'on tenait sur le XVIIe siècle. Et en riant, je disais très souvent, mais à l'époque je n'y connaissais strictement rien, mais il faut arrêter de parler de Le Nôtre parce que Le Nôtre n'existe pas. Bon. Et c'était un peu un jeu intellectuel jusqu'à ce qu'on redécouvre Duchesne. Bon, qui était parfaitement inconnu quand j'ai commencé à faire mes recherches sur l'histoire des jardins il y a plus de 30 ans. Donc, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est des logiques, hein, qui se mettent en place tout au long du XIXe siècle et qui permettent de moduler une vision un peu trop, je dirais, simpliste, hein, comme souvent on l'a parce qu'on manque de repères, donc de ce moment de l'histoire des jardins. Alors, une des questions qui se posent, c'est la question de l'éclectisme. Donc vous savez que l'éclectisme, dans le domaine de la peinture, dans le domaine de l'architecture, a fait l'objet d'une réelle reconnaissance, hein, et que cette idée correspond à un moment où les concepteurs de la seconde moitié du XIXe siècle, en matière d'architecture, combinent des éléments empruntés à différents styles ou différentes époques de référence pour aboutir à une nouvelle grammaire formelle et donc à quelque chose qui a une réalité. Par exemple, on peut penser, il y a eu une très belle exposition récemment à l'École des Beaux-Arts, à l'architecture de Charles Garnier, hein, vous vous souvenez de l'impératrice qui lui demande mais à quoi correspond l'architecture de l'opéra, et Garnier lui répond mais au style Second Empire, Majesté. Donc en fait on est là dans cette évolution, hein, qui est donc de l'ordre de l'éclectisme. Alors on a la chance, parce que comme toujours il est je dirais, éclairant ou en tout cas nécessaire de faire correspondre les idées ou certaines notions avec des pratiques réelles, hein, de concepteurs. Et tout à l'heure, je vous ai lu cette citation de Mangin, d'Arthur Mangin, qui faisait allusion donc aux frères
à André et Gabriel Thoin. Alors André Thoin est quelqu'un d'extrêmement célèbre, de très connu. C'est un très très grand botaniste qui a traversé toute la Révolution, sans doute en retournant sa veste au moment adéquat, parce qu'il est quand même passé du jardin du roi au jardin de la Révolution et puis au jardin de l'Empire. Donc, enfin, il est resté en poste à la tête du muséum et donc, sans doute par son extraordinaire talent de scientifique. Et Gabriel Thoin, donc c'est un de ses frères, ils sont au moins 4 frères qui œuvrent dans le domaine de la botanique et des jardins, et Gabriel Thoin donc va publier en 1819-1820 un ouvrage donc sur qui s'appelle « Plan raisonné de toutes les espèces de jardins », qui est un ouvrage tout à fait curieux parce que le texte est extrêmement réduit, hein, il y a une introduction fort brève, absolument pas théorique, très très pragmatique, avec l'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'on a là plus de 60 planches qui sont des modèles de jardin. Alors, l'intérêt de ce livre, c'est que, comme l'a remarqué une de mes amies qui a travaillé sur cette période de l'histoire, Alessandra Ponte, elle voit que cet ouvrage, au fond, correspond au passage définitif d'une approche de type esthétique qu'on peut rattacher au jardin pittoresque du XVIIIe siècle, à une approche de type fonctionnel. Et en effet, parce que quand on regarde les planches de Thoin, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, on s'aperçoit qu'il met sur le même plan aussi bien les rangées bien alignées des petits arbres du verger que les plantations irrégulières d'un jardin, des délices auxquelles il donne toutes sortes d'appellations diverses et variées. On le voit mettre le cabanon du jardinier à côté d'un pavillon destiné à des fêtes. Donc tout se retrouve au fond à peu près au même point. Et il abolit les frontières, Thoin dans son livre, abolit les frontières qui séparaient jusqu'alors le beau de l'utile et l'art de la technique. Et là, on est bien passé dans une autre vision de l'art des jardins. Alors, je vous montre quelques planches. Le livre de Thoin est en noir et blanc à l'origine, mais il y a un certain nombre d'exemplaires, selon les éditions, qui sont donc des planches gravées en couleur. Donc ça, je vous ai mis cette planche parce qu'elle est tout à fait remarquable dans la mesure où c'est une espèce de collage très troublant où il pose le parc de Versailles qui multiplie par 4, vous voyez, en superficie, et qui l'entoure de toutes sortes de jardins de formes diverses et variées, donc de style directement paysager. Alors, une autre planche qui, à mon avis, reflète bien cet éclectisme, c'est ce que je dirais être le catalogue des armes et cycles des fabriques de jardin, où vous voyez, il met en bande dessinée toute une typologie, mais qui y a les ruines, les chinoiseries et diverses choses, mais encore une fois, c'est simplement une compilation. Hein, et c'est cette compilation même qui accompagne cette idée d'éclectisme. Alors, dans le cadre de l'exposition dont je vous ai parlé tout à l'heure au musée de la vie romantique, il y a eu une découverte qui a été faite par la responsable de l'exposition, Catherine de Bourgoin, qui est tout à fait passionnante. Elle a découvert dans une collection privée le recueil original des planches de Thoin, et avec des inédits. Et c'est vraiment tout à fait passionnant parce qu'on sait très peu de choses sur ce personnage. Et là, on a donc, là je vous montre les dessins. Ce ne sont pas les planches gravées. Vous voyez d'ailleurs en bas, on a ces inscriptions, et on voit donc toute cette compilation de jardins auxquels il donne un certain nombre de noms. Alors, il y a le pastoral, le romantique,
et donc, encore une fois, sans aucune hiérarchie, les jardins de production étant au milieu des jardins d'utilité, comme ici donc un jardin donc potager ou ici une orangerie. Donc on est là dans quelque chose qui nous introduit réellement donc à ce qu'on peut considérer comme l'éclectisme. Alors, je ferai un petit détour à ce propos avant d'en venir à la suite de l'histoire, à une problématique que j'ai identifiée comme le long cheminement de l'historicisme en France et en Europe. Alors, c'est une question qu'on a étudiée, mais je dirais ponctuellement, c'est-à-dire qu'on a des bouts de cette histoire, mais on les a jamais tout à fait articulés dans une chronologie. Et bon, il se trouve que je ne sais pas si on vous a distribué la bibliographie que j'avais passée hier, mais bon, j'avais été amenée en 2000 dans le numéro spécial de la Revue de l'Art sur les jardins à essayer de synthétiser ce que je vous dis ce soir. Et je me suis rendu compte, en reprenant un peu de recul, que les choses se mettaient vraiment en perspective dans une temporalité qui traverse le XIXe siècle. Pendant très longtemps, m'intéressant à la figure des Duchesne, à ce moment, après la guerre de 70, où vont commencer les grandes restaurations des parcs historiques comme Vaux-le-Vicomte, comme Champs, comme Courrance, j'avais été amenée à penser qu'au fond, c'était vraiment après cet épisode particulier de l'histoire de la guerre de 70 qu'on pouvait affirmer que se produisait une émergence d'une certaine idée patrimoniale des jardins. Or, en fait, il n'en est rien. Et on s'aperçoit, alors je ne dis pas qu'il ne reste pas un certain nombre de découvertes à faire, mais il y a incontestablement des figures tout à fait essentielles par rapport donc à cette redécouverte d'un patrimoine spécifique, mais qui s'est faite complètement parallèlement au patrimoine architectural. Alors je vous ai mis ici une citation qui est peut-être un peu tardive, puisque c'est une citation de 1860, mais que je trouve extrêmement éclairante, parce qu'elle pose la question non pas des destructions révolutionnaires. Sur ce sujet, d'ailleurs, il y aurait vraiment quasiment une thèse à donner à un étudiant pour réellement mesurer quelles ont pu être les destructions opérées dans les grands parcs ou royaux ou privés au moment de la Révolution, parce qu'on lit des choses extrêmement contradictoires. Parfois, on vous dit « Oh oui, on a tout détruit, on a coupé d'une façon catastrophique tous les arbres pour faire du bois de chauffage, etc. » Et puis, quand on a accès à des documents sur un certain nombre de lieux, je pense justement au parc de Courance sur lequel on a travaillé, ou sur le parc de Courson de mes amis Hélène et Patrice Fustier, on s'aperçoit que très souvent, ces grands jardins privés, ces grands parcs privés ont été rachetés en sous-main, sous un nom d'emprunt ou sous le nom de l'administrateur qui était un Pékin moyen et qui a sauvé le lieu. Et il n'y a pas eu de très profonde destruction, et donc les propriétaires reviennent après la Révolution et rentrent dans leurs biens et se mettent à restaurer. C'est pareil à Méréville, où la veuve de Monsieur de Laborde revient à Méréville après que son mari soit mort. Donc là, il y a vraiment à mesurer les échelles de destruction, et on a quelques données pour certains grands parcs royaux, mais par exemple au Petit Trianon, on voit que ça n'a pas été bien entretenu, mais il n'y a pas eu de destruction systématique. Donc là, il y a un problème à poser. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est, je dirais, ce que j'ai mis, bon, ici, note sur les bandes noires, mais c'est aussi les changements de propriété. Parce que la vente des biens nationaux a entraîné, bien évidemment, des destructions. Je pense à Marly, etc. Et cette citation d'une lettre de Paul-Louis Courier est tout à fait intéressante, parce que là, on s'aperçoit que ce qui entraîne la destruction du parc, c'est le changement de statut des propriétés, et non pas des volontés de destruction systématique. Alors,
Avant d'en venir à ce personnage, dont vous avez le petit ouvrage sur l'écran, je voudrais évoquer quelqu'un dont vous connaissez forcément le nom et qui est vraiment un pionnier tout à fait essentiel dans ce domaine, c'est Ludovic Vitet. Alors Ludovic Vitet, c'est un journaliste, écrivain, critique d'art, et qui a été aussi un homme politique extrêmement actif, sous la Restauration, et puis les périodes qui ont suivi. Et il a surtout été, enfin surtout non, entre autres été, parce qu'il a été très actif, une figure éminente du service des monuments historiques créé par Guizot en 1830, puisqu'il a été le premier inspecteur, donc l'année suivante, qui a suivi la création du service des monuments historiques. Il y est resté peu de temps, puisque Mérimée lui a succédé très vite. Mais ce qui est passionnant, c'est que il écrit dans un ouvrage, il publie une première fois en 1828, donc vous imaginez extrêmement tôt dans le 19e siècle, un petit texte qui s'appelle « De la théorie des jardins ». Et voilà ce qu'il nous dit. La mode, depuis 50 ans, adopte les jardins pittoresques. Seuls ils sont en faveur aujourd'hui. On constate bien encore par habitude et par respect monarchique 3 ou 4 jardins royaux dessinés sur l'ancien modèle. On les entretient, on daigne ne pas les détruire, mais ces vieux témoins du temps passé ne font pas de prosélytes. Il faut concéder quelque chose à ces vieux rivaux, il faut réparer cette injustice. Pourquoi ne pas marier des terrasses, des rampes avec des plantations irrégulières? Il faut une transition dans entre l'architecture et la nature, entre le château et la forêt. Et un peu plus loin, il se livre à un véritable plaidoyer pour les parcs de Chenonceau, Écouen, Annay, donc les jardins de la Renaissance française. Donc on est en 1828 et on le voit prendre position pour la défense des jardins réguliers historiques, royaux, et aussi prédire d'une façon tout à fait prémonitoire ce que Édouard André va revendiquer 40 ans plus tard, ou un peu plus, comme le style mixte. Donc on s'aperçoit qu'il y a une vraie réflexion qui est menée par un homme qui est une des figures clés de l'invention du patrimoine et qui donc fait une place au jardin extrêmement tôt. Et ça, je l'ai découvert relativement récemment en relisant des textes, et je pense qu'en faisant des analyses un peu systématiques, en cherchant des sources, etc., on aurait d'autres éléments tout à fait importants. Alors, bien évidemment, Vitet en appelle à la sauvegarde de ces jardins, mais on peut penser qu'il n'a pas été trop suivi tout de suite. Et l'autre date, essentielle, est celle ce que vous avez sur l'écran. C'est donc en 1858 que le Congrès des sociétés savantes, donc vous savez cette grande activité qui existe encore, avait inscrit à l'ordre du jour de ses travaux, donc en 1854, la question suivante. Et ça, c'est vraiment, il faut bien lire tous les termes de la proposition. Faire l'histoire chronologique des jardins et des plantations qui existent auprès des châteaux. N'est-il pas regrettable de voir substituer des jardins modernes, dits à l'anglaise, aux avenues et aux anciennes plantations qui entourent les châteaux des XVIe et XVIIe siècles? Question donc à laquelle ce Paul de Wint, donc c'est un opuscule que j'ai trouvé un jour chez un marchand de livres anciens, mais qui est maintenant réédité. Donc, il répond dans ses essais historiques sur les jardins. Alors, c'est un érudit, vous voyez sur la couverture, il est membre de la Société française pour la conservation des monuments historiques, il est correspondant d'académie, c'est ces figures tellement répandues au XIXe siècle. Et je vous lis juste un fragment de sa conclusion, parce qu'il fait une brève histoire des jardins. Et voilà ce qu'il dit à un moment de sa conclusion. Certes, il est très regrettable de voir s'effacer, pièce à pièce, les derniers vestiges de l'art du jardiniste français, c'est tout à fait intéressant dans la formulation,
Mais quelle digue opposer à ce torrent, alors que toutes les circonstances semblent concourir à l'augmenter encore? Morcellement des fiefs et des seigneuries, et là on retrouve la lettre de Paul-Louis Courier, démocratisation complète, si je puis m'exprimer ainsi, des terres et des propriétés rurales, on ne bâtit plus de châteaux, on ne plante plus de jardins, sous prétexte de restaurer ceux qui sont encore debout, les transforme autant que possible en habitations modernes, au lieu de conserver leur cachet primitif, les arbres tombent sous la hache, les constructions sous le marteau, ce qui était grand se rapetisse, ce qui était majestueux devient vulgaire. Que faire encore une fois contre ce vandalisme moderne? Alors c'est tout à fait intéressant de voir l'emploi du mot vandalisme, qui est un mot qui apparaît, vous le savez, sous la Révolution, appliqué au jardin et non pas au monument. Alors, il est clair que Paul de Wind, quand on analyse son argumentaire, est un noble réactionnaire, parce qu'il a parfaitement raison à propos de la disparition d'un certain nombre de jardins, mais il a parfaitement tort quand il dit qu'on ne construit plus de châteaux, puisque vous savez qu'on n'a jamais construit autant de châteaux et aménagé autant de parcs qu'au XIXe siècle. Hein. C'est des centaines de milliers, vraisemblablement, en France, qu'on a ou réaménagé ou aménagé. On a entièrement cultivé le territoire. Et ça, c'est quelque chose statistiquement de très troublant quand on a fait des études un peu systématiques qui sont en cours. Donc, mais c'est pour vous donner ces moments de réflexion. Alors, on va revenir à mon cher Mangin, parce que c'est vrai que j'ai une amitié particulière pour Arthur Mangin. Je suis censée écrire sa monographie pour le dictionnaire en ligne de l'Institut national d'histoire de l'art, mais il a écrit au moins 200 livres, parce que c'est une espèce de plumitif intégral, donc ça demandera un peu de temps, il faudra que j'attende un peu pour avoir le temps de réfléchir. Mais Mangin, donc, qui publie son livre pour la première fois donc en 67, est une figure vraiment essentielle. Donc je vous montre ici quelques-unes de ces planches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, ce sont les jardins suspendus de Sémiramis à Babylone. On n'est pas, vous voyez, il y a quand même l'imagination. Je vous ai dit, c'est les mêmes illustrateurs que Jules Verne. Hein, donc on est dans quelque chose de très inspiré, mais aussi de parfaitement troubadour. Hein. Ça, c'est François Ier avec ses artistes à Fontainebleau. Bon, donc on est bien dans l'esthétique du XIXe siècle. Mais ce qui est passionnant, c'est sa capacité de s'intéresser à tout. Ici, c'est une restitution du labyrinthe de Versailles avec les fameuses fontaines des fables d'Ésope. Et vous voyez que quand même l'imagination va assez loin. Mais il n'est pas du tout indifférent à la qualité des jardins du XVIIIe siècle, même s'il ne comprend pas très bien le pittoresque, parce que, comme toujours, il faut un peu de recul pour comprendre la période antérieure. Il y a là une vision des jardins en Angleterre quand même tout à fait intéressante. Alors, ce qui est passionnant, et ça va me permettre de faire une petite transition pour ce que je vais vous dire après, c'est que le livre de Mangin va connaître une édition anglaise qui ne porte pas son nom. C'est ça qui est très étrange. J'ai trouvé ça un jour chez un antiquaire à Londres, en 1880, qui est une espèce de digest, je dirais, avec d'autres planches, mais qui pose la question de l'intérêt de l'histoire. Hein. Et du coup, ça va m'autoriser, par rapport à cette problématique de l'historicisme des jardins, de faire un petit détour dans l'Europe de la seconde moitié, même des dernières décennies du XIXe siècle. Et là, ce sont des planches qui ne sont pas dans l'édition française, et donc, vous voyez, des planches de Grenade avec une vision fort romantique, hein, qu'on reverra tout à l'heure. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que si en France, on s'est peu penché sur ces problématiques, il y a un très bon historien des jardins anglais qui s'appelle Brent Elliott, qui a été longtemps conservateur de la bibliothèque de la Royal Horticultural Society, qui a écrit un très beau livre donc, sur les jardins de l'époque victorienne, dont vous avez ici la couverture. Et voilà ce qu'il dit. Dans l'art des jardins, comme c'est le cas pour de nombreux autres aspects de la culture, le XIXe siècle reconnaît la suprématie de l'histoire, qui devient alors une valeur dominante. Cette nouvelle attitude vis-à-vis de l'histoire signifie que pour la première fois, les gens se trouvaient confrontés à la nécessité de choisir le style de leur jardin parmi des options de valeur
équivalentes. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Hein, c'est ce que je vous ai un peu montré tout à l'heure à travers les planches du livre de Twain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie ou de dominante. On est confronté à des possibles, à des catalogues de formes dans lesquels il est permis de choisir. Alors, je vous montre quelques planches du livre de Brent Elliott. Ici, on est dans un jardin à l'italienne, on est en Angleterre. Hein. Mais au fond, ce qui va dominer dans l'historicisme qui va se mettre en place sous le règne de Victoria en Angleterre, c'est un retour à un modèle idéal. Hein. C'est ce moment où dans les montées des nationalismes européens de la deuxième moitié du XIXe siècle, chaque nouvelle nation ou chaque vieille nation, ce qui est le cas pour l'Angleterre, pour la France, ce qui n'est pas le cas pour l'Allemagne et pour l'Italie, va se chercher des modèles de référence. Et en Angleterre, le modèle de référence, ça va être l'élisabétain ou le Tudor, hein, donc le 16e ou fin 16e ou tout début 17e. Et donc on va s'intéresser donc à un retour aussi bien aux architectures de cette époque que à ce qu'on imagine être les formes du jardin, de ces jardins qui étaient des jardins bien évidemment géométriques ou réguliers. Et puis on voit aussi des choses très amusantes, comme ici, c'est un ancien militaire devenu paysagiste qui s'appelle Andrew Nesfield, qui va prendre les planches de Dézallier d'Argenville, donc le grand théoricien des jardins du XVIIe siècle, mais qui publie son livre sur la théorie des jardins en 1709, hein, qui va être le grand modèle formel, etc., et qui va prendre des planches de Dézallier pour refaire dans des paysages parfaitement Capability Brown, donc vous voyez au loin, il va plaquer autour des maisons une zone régulière, hein, qui sert de transition entre le grand paysage à la Capability Brown et puis la maison. Donc on a tout ce retour à la forme. Alors celui qui est une figure tout à fait essentielle, c'est donc ce Sir Reginald Blomfield, qui est un grand architecte et qui va donc publier alors regardez bien les dates, je vous ai mis à chaque fois les dates parce que vous allez voir que tout ce que je vais vous montrer en Europe, ça se tient à quelques années près. On voit bien la cristallisation d'un moment historique, hein, où se fait l'intérêt pour les histoires nationales en matière de jardin, dans des formes plus ou moins différentes. Et donc, il va publier ce livre qui s'appelle The Formal Garden, donc le jardin régulier, hein, formel, c'est un anglicisme. Un livre tout à fait intéressant parce qu'il est illustré par des gravures sur bois, hein, donc qui donnent un aspect un peu particulier aux images. Et on voit là, surtout, comme ici à Montecute, bon, je vous montre des photos prises dans un autre livre aussi, ces architectures, et vous voyez qu'on est vraiment dans la grande typologie des châteaux élisabétains, avec ces petits pavillons, avec ces grandes structures, ces grandes ouvertures, ces fenêtres très grandes, ou ici avec, vous voyez, alors ça c'est pas un jardin historique, c'est une création de Blomfield, mais vous voyez ces vues à vol d'oiseau qui donnent des perspectives assez spectaculaires, ou alors aussi un intérêt tout à fait particulier pour la grande tradition des jardins de taupières. Alors ici c'est tout à fait amusant, on est en Écosse, hein, ce fameux jardin de l'Evans Hall où les Anglais ont voulu pendant très longtemps voir des taupières qui dataient toutes et tous du XVIe siècle, et quand on a fait des études beaucoup plus récentes, on s'est aperçu qu'il avait été à peu près entièrement replanté à l'époque, mais bon, on est dans cette espèce de thématique, hein, de retour aux sources. Alors je vais vous faire défiler assez rapidement des images parce qu'il ne s'agit pas d'entrer trop dans les détails, mais on est là dans ce moment, hein, de vraie prise
de connaissances ou de renouveau d'intérêt pour l'histoire des jardins. Alors en Italie, c'est une chose tout à fait intéressante, c'est que c'est pas les Italiens qui vont être pionniers dans leur propre pays. En fait, l'intérêt pour les jardins historiques va avoir lieu principalement en Toscane. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, on appelait la Toscane, vu le nombre d'Anglais qui y habitaient, le County Shire. Bon, et donc ça a duré, hein, pas seulement au XVIIIe siècle, mais tout au long du XIXe siècle, parce que les Anglais n'arrêtaient pas de venir s'installer, visiter, etc. Et les Anglais, les Américains. Et parmi les premiers ouvrages dédiés au jardin italien, au jardin de Toscane, on a cet ouvrage de Charles Platt, qui est un personnage tout à fait intéressant, qui est un Américain, qui est extrêmement cultivé, photographe, peintre, architecte, voyageur, écrivain, etc., qui va, le voilà. Donc la grande intelligentsia mondaine, internationale, tout à fait caractéristique de cette époque. Hein. Il y a un côté proustien dans ces figures, bien évidemment. Et donc il va publier donc cet ouvrage avec ses propres photos et parfois ses propres dessins. Et l'autre figure essentielle aussi de cette redécouverte, c'est la fameuse Edith Wharton, donc cette grande femme écrivain américaine, hein, qui publie en 1904 donc aussi son livre sur les villas d'Italie. Alors c'est tout à fait amusant parce qu'elle travaille avec un photographe qui bidouille en couleur ces photographies. C'est très 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 étrange. C'est un côté pop art parce qu'il projetait les photos sur un mur et les repassait en couleur. Et donc ici c'est la Villa d'Este. Alors il rajoute quelques effets pour faire joli. Donc on a toute cette iconographie extrêmement intéressante et les Italiens, ici c'est donc les jardins des lacs, enfin bon, les îles Borromée. Et il ne faut pas oublier, je vous ai mis ici la fameuse Villa Gamberaia à Settignano, parce que bon, j'ai pas le temps de m'étendre trop longtemps sur cet excursus européen, mais quand vous avez cette vision d'une villa de la Renaissance, c'est comme une espèce de quintessence, d'archétype de la villa de la Renaissance italienne, à part que c'est une parfaite création de la propriétaire de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, la princesse Ghika. Il n'y avait rien qui ressemblait à ça avant qu'elle achète cette villa, et c'est elle qui va créer ce paysage, enfin cette structure. Il y a d'autres morceaux du jardin qui sont plus anciens, mais cette fameuse vue avec cet hémicycle, et avec cette fenêtre qui ouvre sur l'admirable paysage de la plaine, enfin de la Toscane, est une pure création des alentours de 1900. Hein. Donc on a des photos d'ailleurs au moment où ça a été planté. Donc pour savoir que toute l'Europe redécouvre, enfin tous ces grands pays d'Europe redécouvrent leur patrimoine historique et en donnent des réinterprétations. Et je terminerai avec l'Espagne, avec bien évidemment les gravures romantiques de l'Alhambra, hein, et la fameuse cour, le fameux jardin du Généralif, qui a fait l'objet d'études extrêmement pointues par un de mes amis qui travaille spécifiquement donc, sur les jardins de Grenade, et Tito Rojo, et qui a montré le nombre de restaurations successives avec jet d'eau, sans jet d'eau, à nouveau avec des jets d'eau, avec des cyprès, sans cyprès, etc., parce que qui n'a pas cessé d'être réaménagé, y compris avec les cartes postales d'époque qui sont quand même assez rigolotes par rapport à une vision un peu particulière des jardins. Et donc, bon, l'état actuel donc, de ces restitutions. Mais c'est très important parce qu'on est, hein, on est dans un moment... Alors, en Espagne, le grand personnage, le grand concepteur, enfin, le grand à la fois paysagiste et historien des jardins, c'est ce Javier de Vintuicen, qui a un nom bizarre, mais c'est normal, vous savez qu'il y a une grande tradition de la présence de personnages portant des noms hollandais
en Espagne. Et donc, on reviendra tout à l'heure sur Vincuysen, puisqu'on le verra intervenir dans un des grands jardins en France, mais qui publie ce grand ouvrage, Jardines Clásicos de España, et où on voit aussi les interprétations, les restaurations qu'il a pu être amené à faire, aussi bien dans certains jardins des environs de Madrid que des jardins d'Andalousie. Alors, notre morceau, je dirais, central dans cette approche de l'historicisme, c'est bien évidemment Achille Duchesne. Alors, Achille Duchesne et son père, Henri Duchesne. Je ne vais pas rentrer dans les détails de leur biographie, parce que ce qui me paraît intéressant, c'est de considérer comment ils vont être amenés. Henri Duchesne commence sa carrière plus ou moins dans la mouvance d'Alphand dans les bureaux de la ville de Paris. Puis très très vite, il va monter sa propre agence. Son fils Achille va, dès l'âge de 14 ans, très jeune, se former au sein de l'agence paternelle. Il va vraiment rentrer dans l'agence. Et ils vont donc avoir une immense activité qui va enjamber la fin du 19e et la Première Guerre mondiale. Et donc Achille Duchesne meurt en 1947. Et si j'ai mis ce sous-titre, Les jardins d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est un titre d'un ouvrage qu'il va publier tardivement, qui est un ouvrage de projet un peu, on en verra quelques-uns, un peu utopiques, qui ne sont pas forcément liés à des commandes précises, mais c'est pour essayer de vous montrer que, partant de préoccupations qu'on peut rattacher à des questions liées à une certaine idée de la restauration des grands domaines classiques, entre autres des grands domaines créés par le nôtre, à travers toute une série de processus d'intervention, de déplacement, de problématiques dans l'espace, etc., on voit comment ce personnage tout à fait essentiel de l'histoire des jardins, c'est vraiment une figure clé pour cette époque, va être aussi à l'origine de quelque chose qui relève de la création. Et c'est ça qu'il faut vraiment essayer de comprendre. Alors, vous savez tous, bien évidemment, quand on parle des Duchesne, que la première, un des exemples qui vient à l'esprit tout de suite, c'est le cas du château et du parc de Vaux-le-Vicomte, donc aménagé par le nôtre à partir. Alors c'est très compliqué, je ne rentrerai pas dans tous les détails de l'histoire de ce jardin sur lequel on a redécouvert, publié des nouveaux documents très récemment, mais j'en resterai à ce qui est le plus commun, avec la date limite de 1661, la fameuse fête qui arrête l'histoire du lieu. Et je ne reprendrai pas non plus toute l'historique complexe entre la chute de Fouquet et le moment où le domaine va être acheté en 1875 par Alfred Sommier. Mais ce qui me paraît intéressant, alors ça c'est une photo que je suis allée chercher sur Internet, j'adore ce genre de truc, parce qu'on a là ces espèces d'images qui sont comme des icônes absolues de l'histoire des jardins. Là, vous voyez, et alors tout le monde est content, c'est le nôtre. Voilà, c'est le nôtre. C'est pas le nôtre. Voilà. Le grand problème, c'est que c'est pas le nôtre. Et que notre vision du XVIIe siècle, elle dépend très largement, et je dirais peut-être à 80%, des restaurations de Duchesne. Il faut le savoir, c'est un filtre interprétatif, et ça c'est le propre de l'histoire, surtout d'une histoire vivante, et que là, il y a à vraiment se poser plein de questions passionnantes, qui ne remettent absolument pas en cause le génie des uns et des autres, mais qui demandent de regarder de près ce qui a pu se passer. Alors, encore une fois, la vision de tous les parterres qui ont tous été repris par Duchesne à un moment ou un autre. Alors, l'histoire, elle est tout à fait intéressante parce qu'on a quelques documents. Ça, c'est une vieille photo qui montre l'état du jardin
au moment où le domaine va être acheté donc par un grand industriel du sucre, donc en 1875. Le château est pas en très bon état. Le jardin, il est décrit comme étant plus ou moins à l'abandon. On a beaucoup de raisons de penser qu'une partie avait été mise à l'anglaise au courant du 19e siècle. Vous savez que de toute façon, il avait été très très mal entretenu. Il y a un propriétaire du XVIIIe siècle à court d'argent qui avait fait arracher tous les tuyaux de plomb du système hydraulique pour les revendre. Donc, enfin, c'était sans doute quelque chose qui était plutôt en mauvais état. Donc, le projet du nouveau propriétaire, c'est de restituer la splendeur du domaine. Hein. Donc, il va donc s'adresser... Alors c'est tout à fait amusant, ça c'est un document sur lequel visiblement on n'a pas beaucoup travaillé. C'est dans le livre, dans l'édition anglaise du Mongin que je vous ai montré tout à l'heure, il y a une gravure et vous voyez bien, il y a écrit en dessous « Ruin of Vaux ». Bon. C'est quand même intéressant d'avoir une gravure qui vous montre les ruines de Vaux en 1880, au moment de 1880. Bon, la gravure a dû être faite avant. Mais bon, question qu'il faudrait recreuser de plus près. Bon, donc notre homme de référence, le grand le nôtre, et qui va être une figure archétypale, enfin un arrière-plan qui va arriver à travers les événements politiques comme devenir une espèce de personnage qui acquiert une force tout à fait étrange. Donc, la demande va être de se reporter à toute l'iconographie historique, et Dieu sait si Vaux a fait l'objet de très très nombreuses gravures. Et il faut savoir que les Duchesne, enfin et surtout Achille, parce qu'on a du mal après, à partir de, enfin bon, Henri va être actif jusque dans les années, fin des années 90, mais il est assez âgé, et donc relayé par son fils, qui a une immense culture historique, et on en a la preuve absolue par une bibliothèque exceptionnelle, hein, qui passera après, à travers une série de ventes à Ernest de Ganay, et puis après, bon, donc à d'autres personnages. Donc on sait qu'il avait une très très belle bibliothèque, une vraie immense culture historique. Et donc, voilà Achille Duchesne. Alors, Achille Duchesne, c'est un personnage sur lequel on a un certain nombre d'éléments, et c'est un fou de photographie. Quand il y a quelques années, on a été amené à faire une exposition à Bagatelle, son arrière-petit-fils, Michel Duchesne, avait prêté une partie des appareils photos qui sont restés dans sa famille. C'est incroyable, il était un vrai maniaque de la photographie. Et c'est extrêmement précieux pour la connaissance de ces chantiers, parce qu'il y a des centaines et des centaines de clichés verts, de grands clichés à grand format, de ces grandes plaques, qui montrent ces chantiers avant, pendant et après les travaux. Donc là, on a une source absolument prodigieuse iconographique, et même il a travaillé parfois, il a gratté directement des projets sur les plaques photographiques. Donc il y a tout un travail tout à fait original d'innovation, hein, dans ce moment où la photographie est quand même relativement récente, et donc voilà un portrait de Duchesne. Alors, il y a une série très très amusante où il s'est photographié devant la tour Eiffel en cours de construction. Alors on a Duchesne devant la tour Eiffel qui fait 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, et puis on a toute la série complète. Là on touche un peu la mégalomanie du personnage. Alors, sans rentrer dans les détails, ce qui est intéressant, c'est qu'à Vaux, on a 2 états de la restauration, hein, que nous montrent d'ailleurs les images qui sont conservées dans les archives Duchesne. Vous voyez ici que les parterres devant le château, ces fameux parterres de broderie, ben, elles ont connu, alors ça c'est une photo qui date à peu près de 1901, et c'est un premier état de la restauration. Alors, est-ce que c'est un état qui correspond à un état de la restauration faite par Henri Duchesne? Est-ce que c'est un premier état de la restauration faite par l'agence d'Hippolyte Détailleur,
qui est l'architecte qui restaure l'architecture dès les années 75, bon, qui a travaillé avec d'autres paysagistes. Mais vous voyez que là, c'est très amusant parce qu'on est dans une espèce de bazar un peu mixte, puisque la forme des parterriers, mais vous voyez, sur des parterres de gazon, donc ce qu'on dit parterre à l'anglaise, découpés. Il y a des bordures de fleurs, ce qui est un peu Napoléon III, et vous voyez qu'il y a des sculptures posées directement sur le gazon. Et ça, c'est pas du tout 17e. Donc on est dans une espèce de mixte d'intervention de la restauration. On a la même chose à Courrens. À Courrens, on a 3 stades de la restauration, avec un stade aussi un peu Napoléon III, avant que les Duchesne viennent réellement faire de la restauration à la française. Et ça n'est que relativement tardivement, après la guerre, que la guerre de 14, parce que la guerre de 14 va marquer vraiment un moment d'arrêt, bien évidemment, dans les grandes entreprises de restauration et autres, donc que vont être mis en place ces fameux parterres de broderie, qui sont en fait des restitutions assez proches des modèles, mais avec des variantes dans la mesure où le propriétaire va aussi faire des commandes de sculptures modernes. Donc on a tout des strates différentes d'intervention dans ce jardin. Alors, ce qui est intéressant et même passionnant chez Duchesne, c'est sa capacité d'inventer. Et un des plus beaux et des plus intéressants exemples de ses créations, c'est Voisin. Alors Voisin, c'est un superbe domaine qui a été assez bien, et même on peut dire bien conservé depuis sa création. On n'est pas très loin de Rambouillet. Et le propriétaire de l'époque, le comte de Fels, c'est un moment à la fin du 19e siècle, on est vraiment tout à fait à la fin du siècle, où il y a encore des très grandes fortunes, soit foncières, soit liées. Alors, Sommier, c'est un grand industriel. Il y a des banquiers, il y a des grands propriétaires fonciers, où on peut encore imaginer des commandes à cette échelle, à cette échelle territoriale. On n'est pas après où les moyens vont beaucoup se restreindre. Et donc le rêve absolu, fin de siècle, d'un riche personnage, c'est d'avoir un château dans le style Gabriel, dans un jardin dans le style de Lenôtre. Ça, c'est l'idéal absolu. Donc Fels va se faire construire donc ce château qui rappelle le Gabriel de l'école militaire. D'ailleurs, c'est très amusant parce que Fels va sans doute se payer des nègres ou des négresses puisqu'il va publier la première monographie sur Gabriel. Donc c'est tout à fait amusant. Il se fait historien pour pouvoir justifier, parce qu'il avait commandé un château à Samson, et puis il n'est pas du tout content parce qu'il lui sort un truc éclectique, un peu bizarroïde, fin 19e, ça lui plaît pas, il veut vraiment son château à la Gabrielle. Et puis donc, il va confier à Achille Duchesne le parc. Et donc on a des dessins de Duchesne pour des aménagements de parties latérales qui vont pas être forcément réalisés comme il le prévoit, vous voyez, avec quand même des structures tout à fait spectaculaires, mais malgré tout, on va avoir donc tout un aménagement. Alors on est sur le cours d'une petite rivière qui va être canalisée pour créer un grand lac en partie irrégulier, et puis un axe latéral au château qui reprend l'axe de la rivière, avec cette grande île au milieu d'une pièce d'eau. Et ce qui est tout à fait intéressant quand on se reporte, le comte de Fels est un personnage qui joue un grand rôle pour l'histoire des jardins, parce qu'il a été président de la Société des amateurs de jardins. Il a écrit un texte en 1929 où il explique extrêmement bien toute la commande, ses volontés esthétiques, et il revendique d'avoir inventé le style Louis XVII. Le style Louis XVII étant, pour le faire bref,
au fond, c'est comme si Marie-Antoinette n'avait pas existé. Cette malheureuse reine à qui on a coupé la tête, mais c'était à peu près bien fait pour elle parce qu'elle avait importé le style à l'anglaise dans ses jardins. Et donc, c'était comme s'il n'y avait pas eu l'irruption du style irrégulier, pittoresque en France, et qu'on avait tranquillement continué à faire des jardins réguliers, comme on l'avait fait au XVIIe, au début du XVIIIe, et que le style avait continué en évoluant doucement. Donc c'est un néoclassicisme à la Lenôtre, si vous voulez. Donc il invente quelque chose. Donc c'est intéressant du point de vue aussi idéologique, hein, parce que l'arrière-plan idéologique, il n'est pas nul là-dedans. Donc voilà. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, bien sûr, les broderies ont été simplifiées, mais les structures qui sont absolument spectaculaires du point de vue de l'échelle, de l'équilibre, et ce qui est très très beau, c'est ces arbres taillés qui s'appuient sur des arbres volontairement laissés dans leur développement naturel. Donc, on a les deux strates du végétal. C'est un des plus beaux parcs du XXe siècle, puisqu'il n'y avait rien là et que c'est une pure invention de Duchesne. Et un autre grand chef-d'œuvre de Duchesne. Alors, le voisin, il a commencé, bien évidemment, tout au début du siècle, mais la guerre de 14 a été long. Il y a eu 4 grandes campagnes, parce que c'était un parc. Donc, ça se continue jusque dans les années 20. Et ici, là, on est vraiment après la guerre. Et donc, on est à Blenheim, hein, donc en Angleterre, chez le duc de Marlborough. Et le duc de Marlborough va, d'une façon absolument incroyable, parce que ça c'est quand même une chose très étonnante, dans un grand parc aménagé par donc Capability Brown, et vous avez donc le grand lac derrière, enfin bon, un parc qui a toute une histoire, qui est un des grands chefs-d'œuvre du style paysager, devant son grand château baroque. Le duc de Marlborough va avoir envie d'avoir un jardin baroque, et donc il va demander à Duchesne de lui faire ce très extraordinaire parterre d'eau. Alors il y a plusieurs terrasses. C'est absolument génialement calé parce que il arrive à suspendre ces structures. C'est difficile à photographier, là c'est des photos de Duchesne lui-même, pris du haut du château, mais quand on est dans l'espace, et puis moi j'ai des diapositives, là j'ai pas les bonnes images à vous montrer, mais on a le sentiment que ce parterre d'eau est posé sur le lac. Hein, il y a un génie de la manière de traiter l'espace qui est un des grands talents de Duchesne. C'est quelqu'un qui maîtrise l'espace d'une façon tout à fait exceptionnelle, à très grande échelle. Et c'est là où il rejoint justement le grand modèle de Lenôtre. Hein. Alors là, c'est des photos récentes, bon, c'est où on a conservé donc ces structures. Et à l'arrière, il y a un parterre à l'italienne, qui est aussi dû à Duchesne, fort bien entretenu, donc qui vient comme ça s'insérer dans ce grand parc du XVIIIe anglais, mais qui est aussi une grande réussite. Alors, il a fait des centaines de jardins, il a fait des jardins en Allemagne, il a fait des jardins en Amérique, donc... alors, ce que je vous montre ici, c'est justement un peu pour marcher vers ma transition, qui est que petit à petit, selon les lieux, selon les cas, sans doute selon le goût des propriétaires et autres, il va être amené à simplifier le vocabulaire stylistique du XVIIe siècle. Et vous voyez ici, on est dans le château de Rigbourg, c'est une photo qui date des années 20. Pareil, on a la superposition d'un parterre régulier dans un paysage plus libre. Et vous voyez qu'il y a un géométrisme qui est en train de s'installer. Parfois, il a fait un projet, par exemple, pour Chambord, où c'est juste une petite ligne de buis taillé, hein, qui donne un dessin géométrique d'une très grande simplicité. Et ici, on est chez Monsieur Higgins, qui était l'ambassadeur d'Amérique en France. On est à Paris, hein, à côté de la place de l'Alma, à côté du musée d'art moderne. Et vous voyez que là,
on est dans un géométrisme d'une rigueur. Si vous ôtez les fleurs, on est presque dans quelque chose qui pourrait être cubiste. Alors, il intervient. Voilà son style minimal. Ce que j'appelle son style minimal. Vous voyez que c'est juste des compartiments de gazon galonnés par un petit trait de buis. Ici, c'est l'aménagement qui fait à Royaumont dans le cloître, qui vient d'être restauré parce que les buis avaient énormément grossi, était devenu, tout ça c'était un peu brouillé. Et il y a une restauration qui a été achevée il y a quelques semaines pour redonner ce style extrêmement géométrique qui est un des traits de Duchesne. Alors ce qui est amusant, c'est aussi que Duchesne, à un moment, parmi ses chantiers, il y a aussi le côté signe extérieur de richesse. Alors ça, c'est extrêmement drôle, j'adore ce dessin. C'est du côté de Versailles, donc on a la piscine et le parterre à la française, parce que c'est possible de juxtaposer les deux. C'est donc ça, c'est vraiment. Je pense qu'il a eu beaucoup de clientèle quand même aussi de ce genre. Et un dessin tout à fait amusant de son agence qui va me servir de transition. Alors donc, vous voyez, il y a écrit avant l'orage. Et donc, qu'est-ce que font les jardiniers avant l'orage? Eh bien, ils rentrent les taupières, ils plient les plates-bandes et ils roulent les parterres. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la géométrie du jardin, il reste la modernité. Et donc, Duchesne va continuer à créer après la guerre de 14. Bon, là, son père est mort. Et ici, c'est un très beau dessin. Alors, on a conservé une très belle série de dessins au cabinet des dessins du musée des arts décoratifs. Et alors là, j'adore, c'est le style paquebot, tout ce qu'on aime des années 20 ou 30. C'est le jardin de Matignon, qui est toujours comme ça. Et qui a bien résisté, à part que les premiers ministres, toutes les fois qu'ils changent, et malheureusement c'est souvent, s'obstinent à plantouiller un arbre dans la pelouse, et c'est parfaitement pas correct. Bon, mais on a là, c'était l'ambassade d'Autriche à l'époque, et vous voyez donc cette soirée mondaine avec l'espèce de petit théâtre au fond qui est toujours là. Et donc on est là dans les aménagements très simples. C'est vraiment une grande pelouse avec des espèces de portants comme ça qui créent un théâtre. Et puis donc il a été amené à, comme la clientèle se faisait plus rare, les grandes commandes n'étaient plus tout à fait les mêmes, il est amené à publier des livres de modèles. Et alors c'est tout à fait amusant. Donc ici vous avez la maison pour une famille d'artistes. Mais alors ils sont quand même très très chics parce qu'ils ont un hélicoptère sur le toit. C'est pas l'avion de Le Corbusier, mais c'est l'hélicoptère de Duchesne. Vous voyez que la modernité va se loger dans des détails tout à fait intéressants. Et on voit là à quel point le dépouillement géométrique, là on est passé de l'autre côté. Alors il a une œuvre extraordinairement variée. À la fin du XIXe siècle, au moment où le train va arriver sur les côtes normandes, on va lui commander tout un aménagement qu'il a réalisé, malheureusement qui a été complètement détruit en partie, dont il reste presque rien, qui était la haute terrasse du Tréport, une grande promenade suspendue au-dessus de la mer, avec des escaliers, des ascenseurs et des escaliers qui permettaient de descendre au bord de la mer, avec des aménagements tout à fait exceptionnels. Et puis, là, on est dans les années 30, la stylistique rejoint l'endroit où nous nous trouvons. Donc ce sont des projets théoriques. Ici, en 1935, un parc éducatif, récréatif et de repos. Donc vous voyez qu'on est dans la grande architecture qu'on pourrait retrouver à Berlin, à Rome et autres lieux découverts à marée basse dans ces années-là, avec des aménagements tout à fait spectaculaires, parce que l'électricité règne en maître, mais quand même, celle que j'aime le mieux, c'est celui-là, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu beaucoup de projets avec des zeppelins et des hydravions. Voilà, il nous a fait ça quand même, et je pense que c'est quand même intéressant de voir comment on va de le nôtre à ce genre de projet. Mais je terminerai par deux que j'aime beaucoup mieux, parce que celui-là quand même il fait un peu peur.
Alors j'appelle ça, c'est la strate du chêne genre Metro-Goldwyn-Mayer, vous voyez. Donc ça c'est dans un cratère en Islande, geyser et glacier. Et puis ça c'est un projet dans une forêt des montagnes rocheuses. Voilà. Et je pense que là vous avez une vision de quelqu'un qui est vraiment un artiste important de l'histoire des jardins, mais qui nous permet de passer de la restauration de Vaux à des choses quand même complètement autres, mais bien évidemment, le temps a passé. Alors rapidement, parce que je ne veux pas trop dépasser, mais bon, l'historicisme, il a eu une longue histoire, comme je l'ai montré, qui commence, je vous ai dit, au lendemain de la Révolution, en 1828, le texte de Vitet, enfin, donc vraiment des préoccupations, mais qui vont prendre forme après la guerre de 70 dans la réalité de l'espace, et puis avoir une certaine descendance, puisqu'il y a des épigones, bon, pas forcément les élèves, mais parce que c'est la commande qui fait le larron. Donc, alors par exemple, alors moi j'adore celui-là, donc c'est Duprat, donc ça c'est vraiment comme vous voulez, donc vous pouvez avoir le modèle inspiré d'eux ou le modèle le plus proche d'eux. Donc c'est, je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins chers. Bon. Ça c'est sa pub dans l'illustration. Donc vous voyez qu'il y avait une vraie clientèle, mais ils sont en même temps des bons concepteurs, parce qu'il a fait Duprat, comme il avait une agence à Bordeaux, il s'est fait tous les jardins des grands châteaux de vignobles, ce qui était pas mal comme clientèle. Alors, et puis, bon, alors là, on est après la guerre, on réduit la voilure et les proportions, mais on a quand même toujours un peu de ce vocabulaire de référence qui peut devenir un peu anecdotique, c'est tout à fait amusant. Ou chez André Rius, vous voyez qu'on se rapproche de notre époque, mais voilà, c'est on a son petit château et son jardin un peu minimal 17e. Voilà. Alors Laprade, il est génial parce que, bon, lui, c'est un très grand artiste, un très grand architecte, mais moi, ce que j'aime le mieux, c'est le jardin de droite. Alors là, il n'y a plus de végétaux, c'est des briques. Le parterre en briques, ça limite l'entretien. Voilà. Donc, alors, bien évidemment, on a des très 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 grands artistes, comme les frères Vera, qui sont des personnages un peu curieux, l'un écrivain, théoricien, l'autre plus artiste, plasticien. Ça, c'est leur jardin privé à Saint-Germain-en-Laye qui a malheureusement presque disparu, bien qu'il y ait encore leur maison. Donc vous voyez comment ce vocabulaire classique va, à travers les modalités logiques des transformations, peu à peu passer à tout à fait autre chose, jusqu'au cubisme, jusqu'à une réelle modernité. Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça serait trop complexe, mais on voit là tout un monde formel d'une très grande richesse, et je terminerai ma séquence pour passer à l'autre avec Jean-Charles Moreau, qui est un personnage passionnant, qui lui a fait le chemin inverse, et ça c'est des figures tout à fait intéressantes à considérer. Jean-Charles Moreau, il a commencé avec la totale modernité, les jardins extrêmement dépouillés. Bon, ici, c'était le jardin de Jacques Roucher, le directeur de l'Opéra à Paris, donc des petits jardins de ville, mais en même temps très modernes, avec des maisons parfaitement cubistes. Et puis le temps passant, alors vous savez qu'il était architecte des palais nationaux, il va être le grand scénographe du Louvre, le décor qu'on a foutu en l'air récemment. Il y en avait des beaux morceaux qu'on aurait pu conserver. Et puis, en 1937, il va être le dessinateur d'un des plus beaux squares de Paris, qui est le square des Gobelins,
qui est vraiment magnifique, malheureusement mal entretenu. À mon avis, on a tendance à faire disparaître la géométrie proprement cubiste de ce jardin, mais qui est donc d'une très très grande qualité dans la traduction, enfin dans la manière d'encaisser dans l'ancien lit de la rivière ce jardin, avec et puis ces détails très très typiques de son goût pour l'ornementation héritée de la Renaissance, etc. C'était un homme de très haute culture. Et il a fait aussi, donc, comme ici, dans un musée, des jardins qui se veulent des reprises un petit peu de citations historiques, voilà, c'est un château à Quintin en Bretagne. Mais ce qui est intéressant, c'est l'espèce de volonté de simplification, mais quand même lui retourne à l'histoire. Alors juste quelques images d'Explosion 37. On est à Chaillot, alors je ne pouvais pas vous passer ça. Alors ce que j'adore, c'est la citation d'Ernest de Ganay, mon très cher Ernest. La Guadeloupe, donc c'est le pavillon de la Guadeloupe. Nous avons été frappés d'admiration devant un bananier géant et des espaliers de caféiers, et d'autant plus après examen que ce sont de troublantes imitations en carton-pâte sur armature de zinc. Donc il n'était pas content du tout de cette modernité des années 37, où on voit les derniers avatars d'un type de motif classique. Alors, pour faire ma deuxième partie, c'est que si on peut parler du XVIIe que du point de vue paysager, on peut parler du XVIIe, comme je viens de vous le montrer, que du point de vue d'une formulation progressive d'un retour à des formes historiques qui vont se cristalliser spécifiquement après la guerre de 70. Mais on peut aussi passer à côté d'autres systèmes formels. Et en y réfléchissant, alors c'est pas purement un problème de forme, c'est aussi un problème de contenu. Je pense qu'on peut vraiment suggérer qu'il y a eu toute une tendance dans la création des jardins à la fin du siècle, donc aussi après la guerre de 70, dans les années 80-90, enfin à l'articulation des deux siècles, qu'on peut vraiment mettre sous le terme de symbolisme. Ce symbolisme qu'on trouve dans la peinture, donc c'est tout ce moment je dirais de réaction, mais pas au sens négatif. C'est après cette première phase, qui, entre autres en Angleterre, mais dans le reste de l'Europe, où on a vu le développement de l'industrialisation, de l'urbanisation des grandes métropoles, etc., tout un moment de volonté d'un retour à une réflexion sur autre chose, enfin une dimension plus spiritualiste, plus de contenu, et qui s'est entre autres fortement exprimé en Angleterre à travers le mouvement Art and Craft, comme avec des figures comme Robert Morris, et donc tous ces artistes qui revendiquent le retour à un artisanat traditionnel et non plus à la démultiplication d'objets manufacturés un peu dénués de qualité par rapport à une tradition, etc. Et dans le jardin, on peut le saisir, mais il faut le saisir à travers des figures, à travers des figures de commanditaires, qui sont des commanditaires concepteurs, très souvent. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis ici 3 lieux que moi j'ai envie, parce qu'on a la chance d'avoir des éléments qui témoignent de cette production, donc autour de cette question du symbolisme. Alors je vais commencer par Villandry. Ça peut paraître bizarre pour vous, parce que Villandry, alors jusqu'à avant-hier, quand vous regardez la prose sur Villandry, je dis avant-hier, c'est-à-dire moins d'une dizaine d'années, que vous regardez les guides, les prospectus, la prose de syndicats d'initiative, on vous dit que c'est le jardin de la Renaissance le mieux conservé en France. Bon, il faut savoir que jusqu'au moment où le docteur Carvalho, qui est donc un médecin espagnol
qui vient faire des études liées à la tuberculose auprès d'un très grand professeur parisien, va, après avoir épousé une riche héritière américaine, racheter le château donc en 1906-7, bon, puis commencer les travaux en 1908. Il n'y avait pas de jardin. Vous allez voir à quoi ressemblait le jardin. Donc c'est comme voisin, ce sont des jardins de parfaite création. Hein. Alors, donc, si je dis depuis avant-hier, c'est que, heureusement, grâce à son arrière-petit-fils et puis à un certain nombre d'historiens, on en sait beaucoup plus sur Carvalho. On est allé relire sa correspondance, ses écrits personnels, et on est vraiment confronté à une figure très très intéressante, bon, qui venant de la médecine, étant quelqu'un peut-être complètement dans une certaine vision très pragmatique des choses, va, à travers l'acquisition d'un grand château de la Renaissance, hein, qui appartenait à un ministre de François Ier, donc on est là vraiment, on le verra tout à l'heure, va tellement s'impliquer personnellement dans la sauvegarde de ce patrimoine, dans la restauration de ce patrimoine, qui va le devenir une figure exemplaire, hein, de l'histoire du patrimoine, puisque c'est lui qui va devenir le créateur de cette association de la demeure historique. Hein. Donc il y a toute une espèce de conversion, d'abord au patrimoine, mais aussi une conversion au sens fort, puisqu'il va se convertir vraiment à la religion catholique. Hein. Il va aller faire des séjours dans des monastères et il va vivre. Alors ça, c'est pas du tout étonnant. Hein. Pensez qu'on est dans un moment où, malheureusement, je n'ai pas retrouvé la référence parce que j'ai trop de bazar chez moi, mais il y a une thèse sur la question. Pensez à Claudel, pensez à un certain nombre de grands intellectuels de ce tournant du siècle qui ont vécu des grandes conversions dans ce moment-là, et donc il va traduire en partie toute cette expérience personnelle, symbolique, spirituelle dans son jardin. Hein. Alors on a ces photos, alors ça c'est pareil, je suis allée chercher ça sur internet, ça pète, bon, mais derrière ça, voilà. Alors comment était, voilà quand il arrive, ce qu'il y avait. Alors il y avait des palmiers, un jardin paysager que parfois on attribue aux frères Buller. Moi, j'ai pas eu l'occasion de faire des recherches spécifiques, donc je n'en sais trop rien. Ça, c'est des photos avant travaux. On a aussi des témoignages de lettres assez drôles des gens du village, parce qu'il avait quand même entrepris de faire sauter les arbres à la dynamite. Parce qu'il n'était quand même pas extrêmement doux dans la manière de transformer son jardin. Bon, donc il va peu à peu réfléchir à ce qu'il veut faire dans son jardin, et donc partant du château, hein, de ce grand château, attendez, je vais vous chercher le château, voilà, après on reviendra en arrière, donc de ce grand château de la Renaissance qui avait été beaucoup transformé au XVIIIe siècle, parce qu'on avait ouvert des tas de fenêtres, on avait changé les toits, donc il va faire faire d'énormes travaux pour revenir au plus près possible des structures renaissantes, mais pas grand-chose en matière de jardin. Donc il va se poser la question, hein, donc de refaire, inventer des jardins, et qu'il va inventer pour faire coïncider les trois niveaux, puisqu'il y a la rivière en bas, hein, vous savez comment fonctionne, donc c'est sur une pente quand même assez importante, donc c'est une série de terrasses, et donc il y a le niveau bas qui correspond aux cuisines, où il va faire aménager ce potager ornemental qui sont les nourritures, le corps, tout ce qui a lié à cette pratique de quotidienne, et puis la terrasse intermédiaire qui est plus lié à l'intellect, au sentiment, et où il y aura, entre autres, les fameux parterres des différentes formes de l'amour. Et au dernier niveau, là où il y a ce grand miroir qui reflète le ciel, son idée qu'on est là dans le domaine du spirituel, et il avait projeté de faire, enfin il y a plus ou moins l'aménagement d'un cloître, et il avait pensé faire aménager un verger, donc rappelant plus ou moins le paradis, etc. Bon, le jardin a été
pas tout à fait terminé, mais donc voilà. Donc on a tous les textes, il s'y explique extrêmement bien, il fait des allusions à ses lectures spirituelles, donc on est dans vraiment une formidable démarche très, très personnelle, très volontariste. Alors en tant qu'Espagnol, il avait racheté un plafond Mudéjar qui fait remonter dans une de ses tours, et il fait venir des artistes espagnols qui travaillent avec lui à des ornements de jardin et entre autres à ces fameux parterres des différentes formes de l'amour. Et ici c'est un peintre sévillan qui s'appelle Lozano et va aussi travailler, tout à l'heure je vous ai parlé de Javier de Vintuicen, donc ce grand paysagiste qui va être le grand, l'équivalent, le Duchesne espagnol, je dirais. Et donc, alors qu'il n'est pas du tout connu, qu'il est tout au début de sa carrière, Javier de Vintuicen va venir travailler à Villandry, ce qui est tout à fait intéressant, donc pour donc un peu servir de modèle, de conseil. Et vous voyez que par exemple ici, dans ce dessin de Lozano, si vous regardez bien la forme des bassins, hein, ça renvoie tout à fait au vocabulaire des jardins espagnols. Hein. Donc on est confronté, ici c'est un dessin de Vintuicen pour un parterre, non pas à Villandry, mais dans un jardin à côté de Séville. Mais voilà des vases qui sont dessinés par Lozano et Vintuicen. Hein. Donc il lui dessine les vases, il lui dessine des ornements, etc. Et donc on a... Alors, ce fameux jardin de la Renaissance française, il est dessiné par les Espagnols, avec des citations arabo-andalouses. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans l'idée d'une restitution comme on le voudrait. D'ailleurs, ces très larges buis, voilà le fameux jardin des différentes formes de l'amour avec les poignards, les éventails, les trous de serrure, etc. Tout ça, c'est d'une dimension, d'une grande invention qui sortent de la tête de Carvalho et de ses artistes, et pas du tout de modèles précis pris dans Androuet du Cerceau ou autres dessinateurs de jardins de la Renaissance. On est là dans quelque chose qui est d'une grande fantaisie, hein, mais qui aboutit à quelque chose de formidablement maîtrisé spatialement par rapport à l'espace des terrasses, hein, tel qu'on le voit aujourd'hui. Voilà le dernier niveau avec le grand miroir qui reflète le ciel, bon, qui est le niveau de l'âme, hein, avec la vue sur l'église d'ailleurs du village. Et donc, en fait, je dis toujours aux étudiants, mais par pitié, on ne parle pas de jardin de la Renaissance, on est dans le pur symbolisme. Et si on cherche des équivalents plastiques, hein, alors là, je vous ai mis par exemple des tableaux de ce grand peintre suisse symboliste qui est Böcklin, qui a peint des bois sacrés, qui a peint, ou Maurice Denis, tout à l'heure on voyait les frères Vera à Saint-Germain, et là c'est aussi un peintre de Saint-Germain, le fameux verger des vierges sages et des vierges folles. Hein. Bon, on est avec cette dimension dans cette peinture symboliste du retour de toute l'iconographie religieuse extrêmement prégnante. Bon, et un des exemples, je pense, encore plus, je dirais, cohérent, enfin, de point de vue de la comparaison, ça me semble être l'opéra de Péléas et Mélisande. Hein. Péléas et Mélisande, si je me souviens bien, c'est créé en 1905, donc on est à peu près au moment où il rachète le domaine. Il ne vous viendrait pas l'idée de dire que Péléas et Mélisande, c'est un opéra du Moyen-Âge, parce que la forme opérale n'existe pas au Moyen-Âge. Et ensuite, on sait très très bien que c'est un livret écrit par un grand poète symboliste et que c'est une musique parfaitement contemporaine. Hein. Et je pense qu'il faut opérer des déplacements dans l'histoire, hein, et pas se laisser piéger, que ce soit pour Duchesne ou pour Villandry, par un vocabulaire formel qui renvoie effectivement à des éléments de citation historique. Mais c'est la totale réinterprétation, aussi bien dans l'iconographie, dans la mise en forme spatiale de ce vocabulaire et dans les enjeux qui sous-tendent le projet, hein, qu'on passe dans un autre monde et pas du tout dans quelque chose qui relève d'un pastiche ou d'une restauration. C'est autre chose, c'est une création. Alors,
toujours dans cette mouvance d'un jardin qui finit par être quelque part à la fois autobiographique et symboliste. Bon, une des figures extrêmement attachantes, et je pense que vous connaissez tous ce jardin, hein, c'est les jardins que le banquier Albert Kahn va créer entre 1895 et 1910, hein, donc à Boulogne-Billancourt. Donc Albert Kahn donc est né en Alsace, dans l'Alsace annexée. Hein, on est toujours dans ce moment de traumatisme fondamental qu'on ne peut pas ne pas penser comme central dans ce moment de l'histoire, hein, qui va déboucher sur la guerre de 14, parce que dans la guerre de 70, la guerre de 14, c'est la lente montée d'une catastrophe annoncée. Bon, et Albert Kahn, c'est un témoin incroyable, puisque traumatisé par cet événement de sa vie, il vient s'installer à Paris. Il a rien, hein, il vient de ses Vosges natales, il va rentrer comme commis dans une banque, et puis son génie des affaires va faire qu'il va devenir un très riche banquier, et il est donc ami de Bergson, hein, qui va être son précepteur, et il va construire tout un monde personnel qui est obsédé par donc la guerre. Et donc, il va mettre toute sa fortune à la disposition d'un projet parfaitement utopiste, hein, d'un monde de paix perpétuelle, de dialogue entre les cultures. Et son jardin va être au fond la vitrine, le lieu d'application, hein, de ce souhait d'essayer d'échapper à la guerre. Et il va vivre d'une façon complètement traumatique la guerre de 14, mais il va avoir le coup de génie de comprendre l'importance des nouvelles technologies, puisqu'il va confier à un groupe d'intellectuels, entre autres il y a Jean Brune, qui est un des très grands géographes de l'époque, donner des bourses à des jeunes géographes ou des jeunes gens qui partent avec des opérateurs, essayer de tirer le portrait de la planète, hein, c'est les fameuses archives de la planète. Vous savez qu'il y a des milliers de clichés et même des bouts de films qui donnent un état de la planète. En ce moment, il y a une très très belle exposition sur le Japon, puisque la politique du musée Albert Kahn, c'est de montrer les collections qui sont peu à peu mises en ligne, hein, sur une base de données qui est en cours de constitution. Et là, on a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu 6 films de la BBC qui sont passés sur Arte récemment, absolument passionnants, sur justement ce que sont ces archives de la planète. Bon, j'ai eu l'occasion d'aller récemment au Bénin. Il y a une extraordinaire. On a des photos là en bas, en haut à gauche. Vous avez les villages du nord du Bénin. Bon, et donc là, on a cette figure, et ce qui est formidable, c'est par rapport au jardin, comment ce jardin, hein, donc il fréquente les grandes personnalités de ce monde. Ça, c'est le prince héritier et sa femme. Il a des liens particuliers avec le Japon, hein. Et donc ça, il est avec l'ambassadeur du Japon dans sa propriété de Roquebrune, qui était son 2e jardin sur la Côte d'Azur. Et donc il va faire créer donc un jardin fait de scènes différentes, hein, où le Japon joue un rôle tout à fait particulier. Ce sont des photos que j'ai empruntées à un numéro spécial de l'Illustration, hein. Et puis vous savez qu'on connaît parfaitement ce jardin, parce que comme il avait des opérateurs donc qui ont fait ces autochromes, donc ces fameuses photos en couleur mises au point par les frères Lumière au début du siècle. On a là, il y a quelques centaines de photos qui ont permis, il y a une vingtaine d'années, alors que ce jardin était devenu une espèce de square de quartier un peu banalisé, à Jeanne Beausoleil,
avec l'aide des 10 jardiniers donc qu'elle a engagés, puisque c'est un jardin qui dépend du département des Hauts-de-Seine, de restaurer ce jardin et de lui redonner toute sa qualité symbolique, à part certaines parties qui avaient disparu, comme certains éléments du jardin japonais. Mais on a là un lieu qui est vraiment extrêmement fort dans ce qu'il transmet d'un message humaniste, utopiste, etc., qui nous parle d'un moment, d'un personnage qui a très très peu écrit. On n'a presque pas d'écrit. C'est un personnage très mystérieux. On a dit 5-6 photos de lui, qui s'est effacé derrière son œuvre. Et ça, alors il n'y a pas que le jardin japonais, ça c'est un autochrome magnifique donc de l'endroit où il y avait une collection de rhododendrons, et puis la forêt bleue, la forêt dorée, la forêt vosgienne qui rappelle ses origines, où il a fait venir des grands blocs de grès d'appartements très spéciaux pour reconstituer des paysages de son Alsace natale. Donc on a toute cette dimension à la fois autobiographique, mais mise au service de quelque chose qui est d'une grande générosité. Et ce jardin qui a été extrêmement abîmé par la tempête de 99 et qui, après restauration, a repris réellement... Bon, sur ces 3 hectares, c'est un endroit petit, mais un endroit fortement symbolique de la force de création de ces jardins, et qui ont quelque chose à voir, à mon avis, avec cette dimension du symbolisme. Alors le dernier jardin que je range, mais il y en aurait des tas d'autres, c'est juste c'est le jardin du Bois des Moutiers. Alors là, on est vraiment dans le lien avec, tout à l'heure je vous parlais de l'école Art and Craft, de tout ce monde de création extraordinaire, en lien d'ailleurs en partie avec la peinture pré-raphaélite, et Dieu sait si dans les thèmes religieux ou médiévaux sont omniprésents dans cette peinture. Ici, c'est le banquier protestant Guillaume Mallet qui, à partir de 1898, va demander au fameux duettiste, et l'architecte anglais Edwin Lutyens et la fameuse paysagiste Gertrude Jekyll, de lui créer en Normandie donc une sublime maison, qui est un chef-d'œuvre absolu de l'architecture art and craft, le seul, on peut dire quasiment, qui ait été construit donc en France. Et Jekyll va alors ça c'est la vue donc de la Valleuse. Vous savez, les Valleuses, ce sont ces espèces de déclivités, de petites vallées qui donnent sur la mer, et qui c'est un très grand domaine qui va être un lieu de collection botanique, avec des collections de magnolias, d'azalées, de rhododendrons et toutes sortes d'autres plantes. Et donc, autour de la maison, Jekyll va, comme elle l'a fait dans de nombreux jardins en Angleterre, dans des clos construits comme ça, qui permettent de rassembler un peu de chaleur, etc., lui faire des jardins de collection de roses, etc., anciennes, et aussi à dominante colorée, donc avec des jardins blancs, etc., ce qui est une des traditions de cette esthétique. Ça, c'est le jardin vers le verger des magnolias. Et là, alors, ce qui est intéressant chez les Mallet, c'est que, alors c'est un peu mystérieux, parce que c'est un peu des questions liées à certaines fois des choses un peu moins connues par rapport à l'histoire des familles. Mais il faut savoir que la femme de Lutyens, Marie Lutyens, a été la grande biographe de Krishnamurti. Alors je ne sais pas si vous savez qui est ce personnage qui a été fort célèbre donc au début du XXe siècle. C'est un Indien, un Indien de l'Inde, qui a été une espèce de figure clé de la sagesse indienne,
mais orchestré par tout le mouvement, tous ces mouvements qui ont eu énormément d'importance, dont on n'a plus trop maintenant l'idée, qui étaient tous ces mouvements liés à la théosophie, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, et ce sont des théosophes français, et d'origine russe, etc., tout un groupe de personnalités qui vivaient en partie en Inde, qui avaient remarqué ce très jeune homme et qui ont essayé d'en faire une espèce de leader charismatique. Il est venu faire des études en Angleterre, il est venu en France, et au bout d'un moment, il a compris qu'il était manipulé, et donc il a au fond, finalement, refusé d'assumer cette espèce de rôle de leader, charismatique, mais il a après continué à être il est rentré en Inde, il est revenu en France, enfin, c'était un personnage tout à fait international. Et alors, il est venu à Varangeville. Et quand on est à Varangeville, c'est très étrange parce qu'il y a un côté parfaitement oriental. Et on sait que donc, toutes ces convictions ont sans doute joué un rôle dans la manière d'avoir aménagé ce lieu. Parce qu'on le voit ne serait-ce que dans la bibliothèque, parce que tout est resté, puisque la maison est restée entre les mains de la famille jusqu'à maintenant, et on a donc la présence donc dans la bibliothèque de toutes sortes de livres liés à cette connaissance de la mystique hindoue. Enfin bon, il y a tout un monde à l'arrière-plan de ces créations, qui est très proche de ces préoccupations, qui sont tout à fait importantes, donc spiritualistes, je dirais. On sait que, par exemple, ils faisaient des banquets, donc quand ils faisaient des réceptions, c'était des banquets végétariens. Donc vous voyez qu'il y avait réellement un engagement dans les manières de vivre de ces personnages qui ont incontestablement un sens par rapport à l'importance donnée au jardin et à la manière dont ils ont pu être aménagés. Et je vous ai mis, justement, montrant la grande célébrité de ce jeune Krishnamurti, qui était d'une très grande beauté. Dans les années 20, quand il vient en France, Bourdelle fait son portrait. Bon, donc il est là, montrer un peu cette dimension spiritualiste du jardin à travers toutes sortes de voies différentes. À Villandry, c'est la conversion catholique. Ici, on est plus dans la pensée théosophe imprégnée d'orientalisme. Chez Albert Kahn, c'est une vision, je dirais, beaucoup plus humaniste et utopiste. Mais vous voyez que le jardin traduit quelque chose d'un engagement profond du commanditaire qui travaille en très étroit lien avec donc ces artistes. Alors, on a vu tout à l'heure, en parcourant rapidement les jardins d'Albert Kahn, que la dimension japonaise ou japonisante plutôt était très présente. Et je voudrais terminer justement par je dirais aussi, c'est pas un chapitre en soi, c'est des tendances, mais qu'il faut capter pour comprendre tout ce qui se passe. Et donc, je vous montre ici quelques images. Ici, c'est des gravures en couleur en général, parce que c'est ça. Vous savez que à partir du moment où le Japon qui avait été fermé depuis des siècles, à part quelques ports où se faisait le commerce avec l'Occident, mais c'était donc extrêmement limité. À partir de l'ère Meiji, sous la contrainte anglaise et occidentale, européenne, le Japon va s'ouvrir donc à l'Occident, donc à partir de 1868, etc. Il va y avoir une espèce d'effet de mode, mais qui n'est pas superficiel, c'est-à-dire que tout d'un coup, une culture très peu connue ou parfaitement méconnue va arriver en masse, en fait, va être importée, et puis il va y avoir une très très forte demande. Donc vont circuler les estampes, vont circuler les objets, vont circuler toutes sortes d'images.
Et toute cette découverte va avoir un très très profond impact sur les artistes et les amateurs occidentaux. Ici, c'est une gravure d'Hiroshige, donc un de ces très grands artistes du 19e siècle japonais, peintre-graveur. Alors je vous ai mis celui-là parce que je trouve qu'il est particulièrement délicieux. C'est le pique-nique au temple de Kaiyan à Shinayawa. C'est là où on va admirer à l'automne les érables rouges. Vous savez qu'au printemps, on va admirer les cerisiers et à l'automne, on va admirer les érables. Donc, ce sont des gravures qui datent des années du milieu du 19e siècle. Bien évidemment, les très fameuses vues d'Okuzai sur le Fujiyama. Alors, ça, c'est 3 des 36 vues du Fujiyama. Autre admirable série que je pense absolument incroyable, c'est toujours Okuzai, la tournée des cascades de toutes les provinces du Japon. Donc, il faut imaginer ces gravures coloriées qui arrivent avec un aller-retour, parce que en fait, ce que raconte Okuzai, c'est qu'il voit arriver un bleu qui n'existait pas, le bleu de cobalt qui n'existait pas dans la tradition japonaise. Donc il se met à faire des gravures toutes bleues à un moment. Donc bien évidemment, on est dans les échanges et puis aussi l'arrivée de la modernité avec toute l'arrivée des Occidentaux. Alors ça, c'est tout à fait amusant. C'est Madame Monet, donc la femme de Claude Monet, en kimono. Donc c'est un tableau qui date de 1876. Le fameux portrait de Zola par Manet avec toutes les gravures, les gravures qui sont les gravures japonaises et l'Olympia. Donc on est là dans... Et puis, je dirais, encore plus troublant, Hiroshige, la pluie soudaine sur le pont d'Ataka, qui est donc une gravure de 1857, et la traduction qu'en donne Van Gogh. Donc là, il n'y a pas de doute. C'est quand même, c'est pas une simple influence, c'est une espèce de révélation esthétique, de manière de cadrer, de manière de représenter l'espace, qui vient vraiment révolutionner toute une partie des peintres qu'on va rattacher avec plus ou moins de légitimité à l'impressionnisme. Mais il n'y a pas que la peinture, il y a aussi la musique, puisque ça c'est la jaquette de la partition de La Mer de Debussy, 1905, et qui est en fait une interprétation de La Grande Vague de Okuzai. Donc on voit bien aussi que dans la musique, etc., on a l'arrivée de choses importantes. Alors, les lieux où vont se faire les passages d'information, on le sait très bien, c'est entre autres les grandes expositions internationales. Alors ça, vous reconnaissez l'endroit où nous sommes, ça a un peu changé depuis. C'est le Trocadéro en 1878. Mais là où il y a eu vraiment apport japonais, c'est à l'Expo universelle de 1900. Ça, c'est le jardin japonais du Trocadéro. Et là aussi. Et là, on était vraiment dans le grand moment des expositions universelles liées à la grande époque coloniale, la grande gloire de l'Europe dans toutes ses colonies. Et donc ici, c'est le pavillon du Cambodge, et aussi ici. Et toutes ces parties, donc le pavillon du Cambodge, et ici c'est le panorama du Tour du Monde, qui était la vitrine de la Compagnie des Messageries Maritimes. Donc une espèce de grand collage de toutes sortes de bâtiments divers et variés, qui avait été réalisé par Alexandre Marcel, que vous voyez ici dans toute sa gloire dans les années 20, architecte, tout ce qui est de plus officiel, etc., et qui va être, je vous avais montré ça dans ma première conférence, l'heureux propriétaire et le concepteur-créateur donc de ce parc de Molévrier dans le Maine-et-Loire. Appelé pour restaurer le château, il va finir par épouser la fille de la maison.
Et donc, passionné d'Extrême-Orient, parce qu'il avait beaucoup voyagé donc, pour faire ses réalisations, il avait été faire des moulages au Cambodge pour pouvoir faire, vous voyez, sur tout ça et tout ça. Donc, il va, grand connaisseur, il a aussi construit des palais de Maharaja en Inde. Et donc, il va faire venir des artistes, entre autres japonais, des spécialistes des jardins japonais, pour s'aménager un jardin oriental qui avait quasiment disparu et qui est une des grandes reconquêtes des pré-inventaires de jardins dans les années 70-80, où on a tout redécouvert dans une jungle inimaginable. Donc tous ces aménagements qui sont tout à fait intéressants parce que non seulement vous avez des éléments décoratifs qui renvoient très spécifiquement au Japon, au Cambodge, etc., mais vous avez 80% d'espèces végétales qui sont des arbres d'Extrême-Orient. Hein, et donc ça, c'est tout l'état actuel une fois restauré. Alors, des jardins japonais, on va en avoir un certain nombre. Donc c'est vraiment des jardins japonisants. Donc on est bien dans une esthétique de transposition des modèles. Ici c'est un petit clin d'œil à Stéphanie de Courtois, puisque c'est un jardin japonais aménagé par Édouard André dans les années 90 sans doute, chez un personnage tout à fait amusant qui s'appelle Hugues Kraft. Donc c'est aux Loges en Josas dans les Yvelines. On a quelques photos anciennes et c'était une espèce de globe-trotteur mondain qui avait énormément voyagé en Extrême-Orient, qui faisait des grandes réceptions chez lui, qui était aussi un conférencier fort célèbre, et donc il va vouloir son jardin japonais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'est plus dans le troisième degré d'interprétation, de gravure, mais on a les bonnes sources. Et par exemple, ici, le livre d'un artiste anglais, d'un architecte paysagiste anglais, qui va plusieurs années travailler, faire des photographies au Japon. Et c'est donc ce Josiah Konder, hein, et qui publie en 1893. Et vous voyez qu'on est toujours dans ces mêmes dates. Donc un formidable ouvrage, très 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 précis, où il donne tous les noms de toutes les parties du jardin, des éléments décoratifs, il donne des planches de pierre en expliquant leur signification, des lanternes, des ponts. Donc on a là réellement un échange culturel d'une véritable transmission de modèles. Hein. Là c'est vraiment du transfert culturel. Et bien évidemment, je terminerai avec ce que vous connaissez tous, surtout après la grande exposition du Grand Palais, mais en signalant que à Giverny, on a tendance à oublier qu'il n'y avait pas que le motif que Monet va créer dans un deuxième temps, hein, pour lui servir d'espèce de modèle pour la série des Nymphéas. En fait, il y a un jardin qui est beaucoup plus grand, avec un jardin de fleurs. Hein, et puis, effectivement, le Japon a un grand rôle. C'est une très très belle photo où on voit à la fois Monet vieux et son grand ami Clémenceau, qui a écrit des textes tellement magnifiques sur la peinture de Monet et Monet au travail. Mais on a aussi, vous voyez, ça c'est des images en couleur qui font partie des collections d'ailleurs du Jardin Cannes, hein, parce qu'ils ont échangé entre Cannes et Monet, etc. Vous voyez, des grandes allées plantées. Donc en fait, un jardin beaucoup plus complexe que la simple mare, le simple étang au nénuphar. Bon. Et on sait pertinemment que Monet avait une collection de stampes japonaises extrêmement riche, et entre autres celle-là. Donc on voit très très bien, encore une fois, la circulation des modèles et la manière dont les choses peuvent l'avoir inspiré. Donc ici on est dans le jardin de Monet, et donc les fameuses représentations, les iris,
hein, donc toujours Hiroshige. Et je voudrais terminer en sortant un peu de mon propos purement historique par une réflexion un peu, je dirais, totalement contemporaine, en allant du japonisme à la source, en retournant au Japon. Ici, curieusement, nous ne sommes pas à Giverny, nous sommes dans l'île de Naoshima, dans la préfecture de Kagawa, au Chichu Art Museum, qui est une création extrêmement récente, puisque vous voyez qu'elle a été inaugurée en 2004, donc une création extrêmement étonnante de l'architecte japonais Tadao Ando. L'origine de ce lieu, c'est Monet. Quand vous arrivez dans cet endroit, vous n'avez pas le droit de faire des photos, enfin c'est très compliqué, mais il y a un jardin, voilà, le jardin, je vous ai juste mis une photo, et puis vous arrivez, vous cheminez, et vous arrivez devant ce mur, qui est l'entrée du musée. Donc c'est un mur qui est appuyé simplement à une colline. Alors, on ne comprend rien si on n'a pas la maquette. Donc voilà la maquette. C'est une série de boîtes, vous voyez, qui sont imbriquées dans l'espace, complètement prises dans cette colline. Et ce musée est un temple dédié à 3 artistes. Donc, vous cheminez par toutes sortes de corridors avec de temps en temps des ouvertures vers des cours, tout ça dans le béton absolument parfait de Tadao Ando, avec des recherches de lumière extrêmement troublantes. Et donc vous arrivez dans le premier espace où sont exposés 4 tableaux de Claude Monet, qui sont donc 4 nymphéas. Donc voilà la manière dont ils sont mis en scène, cette espèce d'espace parfaitement blanc, hein, blanc béton, enfin, mais très très neutre. Et puis après tout notre parcours, vous arrivez, vous avez vu ces boîtes, hein, qui se juxtaposent et se combinent. Vous arrivez dans une deuxième œuvre, tout aussi troublante, qui est une œuvre de James Turrell. Vous savez, ce grand artiste plus ou moins lié, mais avec légitimité ou pas, au land art, mais qui est surtout connu pour aménager son volcan dans l'Arizona. Et donc, voilà l'œuvre de Turrell. Donc, on vous fait rentrer 3 par 3 ou 4 par 4. Bien évidemment, vous avez laissé mais ça c'est le propre du Japon, vos chaussures à l'entrée. Et donc, vous devez méditer devant cet escalier pour avoir le droit de le gravir et rentrer dans la lumière. C'est une expérience tout à fait troublante. Et la troisième œuvre, qui est une œuvre de Walter de Maria, qui est aussi un artiste lié au land art, qui a fait au début de sa carrière, vous savez, ce champ de poteaux qui permettait de capter des éclairs au milieu du désert, a fait ce temple. Voilà. Donc, ce qui est très étrange, et c'est pour ça que je voulais vous montrer, j'ai découvert ce lieu l'année dernière, c'est que le jardin, hein, parce que très clairement, la création de Tadao Ando est liée aux peintures puisque les commandes d'art contemporain de Turrell et de Walter de Maria, de la part du commanditaire, sont entièrement liées au tableau représentant Giverny et les nymphéas. Donc c'est un travail sur la lumière, sur des choses extrêmement complexes et troublantes, mais c'est parce qu'il me semblait intéressant de vous montrer comment on a pu aller d'Orient
en Occident et d'Occident en Orient. Il y a une espèce d'étrange, à travers le temps, l'histoire de l'art, etc., d'étrange retour, hein, donc à quelque chose d'essentiel qui est ça. Voilà. Je vous remercie de votre attention.